Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition du dimanche 26 janvier. Voici les titres de ce journal. L'ex-basketteur américain star de la NBA, Kobe Bryant, est mort ce dimanche dans le crash de son hélicoptère en Californie. 8 autres personnes, dont l'une des filles de la star, ont également perdu la vie. Une enquête est en cours pour connaître les raisons du drame. Un drame qui a suscité une vive émotion dans le monde entier. L'inquiétude grandit autour du coronavirus. 2 malades à Paris, 1 à Bordeaux, tous rentrés de Wuhan, foyer de l'épidémie. En Chine, 830 contaminés sont comptabilisés selon un dernier bilan, 26 malades sont morts. Le point complet dans un instant. Et puis un peu d'histoire en fin de journal avec le Grand Prix d'Amérique, course hippique mythique qui a 100 ans ce dimanche. C'est la plus grande course de trot au monde, créée en 1920 en hommage à l'aide fournie par les Américains durant la Première Guerre mondiale. Et l'on commence avec cette bien triste nouvelle. Kobe Bryant, l'ex-basketteur américain, est mort avec sa fille de 13 ans et 7 autres personnes lors d'un crash d'hélicoptère survenu ce matin à Calabasas, en Californie. Le joueur de 41 ans était à bord de son hélicoptère privé lorsque celui-ci est brusquement tombé avant de s'enflammer. Aucune personne n'aurait survécu au crash. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Une enquête a été ouverte. Kobe Bryant, qui restera comme une des plus grandes stars NBA de tous les temps, est décédé ce dimanche à l'âge de 41 ans dans le crash de son hélicoptère à Calabasas, dans le sud de la Californie. Il voyageait avec 8 autres personnes à bord de son hélicoptère Sikorsky S-76. Quelques heures après le drame, on en sait plus sur les conditions de l'accident et sur les 9 victimes. Qui sont ces victimes? La fille de Kobe Bryant, tout d'abord, Gianna Bryant, 13 ans, faisait partie des victimes du crash d'hélicoptère qui a emporté la légende du basketball. Une coéquipière de basket de Gianna, l'un des parents de celle-ci ainsi que le pilote figurent parmi les victimes. Selon le Los Angeles Daily News et la chaîne CNN, John Altobelli, un entraîneur de baseball, sa femme, Kerry, et l'une de leurs 2 filles, Alyssa, font aussi partie des victimes de l'accident. Une coach de basket, Christina Mauser, était également à bord. Deuxième interrogation, quelles sont les causes du crash? La cause de l'accident survenu ce dimanche, peu avant 9h37 heure locale, 18h37 en France, dans la brume de Calabasas à l'ouest de Los Angeles, n'est pour l'heure pas connue. Interrogée, la police de Los Angeles a indiqué que le manque de visibilité était tel que ses propres hélicoptères avaient été laissés au sol jusque dans l'après-midi, moment où le ciel s'est dégagé. Enfin, comment se déroule l'enquête? Le NTSB, l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de 18 personnes en Californie pour participer à l'enquête. L'objectif est d'examiner l'historique du pilote et de l'équipage à bord, examiner aussi les dossiers d'entretien de l'hélicoptère, ainsi que les dossiers du propriétaire et de l'exploitant de l'appareil, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses. L'hélicoptère avait décollé de l'aéroport John Wayne de Santa Ana à 9h06, heure locale. Il se dirigeait vers le nord-ouest, apparemment à la Mamba Sports Academy de Newbury Park, à environ 137 km, où Gianna devait disputer un match de basket. Kobe Bryant, qui avait 4 enfants, avait notamment évolué pendant 20 ans au sein de la franchise NBA de Los Angeles Lakers. Quintuple champion de NBA, celui qu'on surnommait Black Mamba était l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière. Il avait mis un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2015-2016 de la NBA. Autre grand titre de l'actualité, l'inquiétude qui grandit autour du coronavirus. 3 cas positifs de coronavirus ont été détectés en France depuis quelques jours, à Paris et Bordeaux. Les patients vont bien, ont assuré les médecins. En Chine, 830 cas de contamination ont été enregistrés selon un tout dernier bilan et 26 patients sont décédés. Des mesures drastiques ont été prises dans tout le pays. Apparu début décembre sur un marché de Wuhan, le coronavirus a déjà fait 26 morts et 830 personnes contaminées en Chine. Le pays a pris des mesures pour limiter les déplacements en plein chassé-croisé du Nouvel An chinois, période de congé que les Chinois mettent à profit pour voyager d'un bout à l'autre de leur pays. Au lendemain d'un Nouvel An chinois avorté, donc, le gouvernement français a proposé aux ressortissants français de Wuhan de rentrer au pays avant d'être isolés pour éviter toute contamination. 6 cas suspects subissent actuellement une batterie de tests.
Pékin a suspendu les voyages organisés en Chine et à l'étranger. La France n'exclut pas une possible propagation de l'infection au coronavirus après l'identification de 3 cas sur des voyageurs récemment rentrés de Chine, les premiers cas européens. Aux États-Unis, 5 cas de coronavirus ont été détectés, l'épidémie ayant atteint l'Europe et l'Australie malgré le renforcement des mesures prises pour tenter d'enrayer sa propagation. À compter de demain, lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes. Les coronavirus sont zoonotiques, ce qui signifie qu'ils sont transmis entre les animaux et les humains, explique l'Organisation mondiale de la santé. Son origine semble se trouver dans un marché de Wuhan, ville chinoise de 11 millions d'habitants, fermé le 1er janvier 2020. On suppose que la source était des animaux vendus dans ce marché et qu'il y a eu passage chez l'homme, indique le professeur Fontanet, bien qu'on ne sache pas encore lequel. Des chercheurs ont évoqué pour l'heure la piste du serpent ou celui du pangolin. En tout cas, ce virus est proche de celui qui avait provoqué l'épidémie de SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, en 2002-2003, et qui avait fait 774 morts dans le monde, dont 349 en Chine continentale et près de 300 à Hong Kong, sur 8096 cas. Du point de vue génétique, il y a 80% de similarité entre les deux virus et tous deux entraînent des pneumopathies, des maladies respiratoires. L'hypothèse du marché de Wuhan comme le berceau du Covid-19 s'étoffe. Plus de 50 millions de personnes sont actuellement coupées du monde dans la capitale de la province de Hubei et ses alentours. Tous les décès, sauf 3, ont été enregistrés dans cette ville ou ailleurs dans cette province chinoise. La Chine est entrée dans l'année du rat, sous le signe du coronavirus. Pour le jour de l'an, les rues de Wuhan sont encore mortes. Les rares passants se couvrent le visage avec un masque de protection dont le port est obligatoire. En ville, il faut attendre des heures pour pouvoir consulter un médecin. Aux limites de la zone interdite, à une vingtaine de kilomètres à l'est du centre-ville, des véhicules tentant de franchir un péage autoroutier doivent faire demi-tour. Les trains et les avions n'ont en principe plus le droit de quitter Wuhan depuis jeudi. Les pays occidentaux se mobilisent afin d'organiser dans les prochains jours l'évacuation de leurs ressortissants. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui organiser le départ de leur personnel diplomatique et de citoyens américains, espérant faire partir mardi un vol direct de Wuhan à San Francisco. Outre Wuhan, pratiquement toute la province du Hubei est coupée du monde, portant le nombre total des habitants confinés à plus de 56 millions, soit presque la population de l'Afrique du Sud. L'armée a envoyé dans la zone interdite 3 avions, d'où ont débarqué vendredi 450 médecins militaires et autres membres du personnel médical. Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre Ebola et le SRAS, une souche similaire au nouveau coronavirus. Les hôpitaux, eux, sont débordés. La construction d'un deuxième site devant accueillir plus de 1000 lits a commencé à Wuhan. Elle doit être achevée sous quinzaine, selon les médias publics. À Hong Kong, où 5 cas de contamination ont été enregistrés, l'alerte maximale a été décrétée, entraînant notamment des fermetures d'écoles et de Disneyland. Retour en Europe où le Royaume-Uni vit les derniers jours de son histoire en tant que membre de l'Union européenne. Après 3 ans et demi de reports successifs, le Brexit va enfin devenir réalité ce vendredi 31 janvier. Mais avant de dire au revoir à l'Union, la semaine va être encore particulièrement riche pour la Grande-Bretagne. Ils auront d'abord les yeux rivés vers Bruxelles, où l'accord de Brexit doit franchir ce mercredi son dernier obstacle avant d'entrer en vigueur, la ratification par le Parlement européen. Ce qui devrait être une simple formalité. Le lendemain, les diplomates des États membres de l'Union européenne approuveront le texte par écrit, toute dernière étape de la longue procédure d'adoption. Un hémicycle européen qui va être chamboulé cette semaine. En effet, avec le Brexit, les 73 eurodéputés britanniques vont faire leur valise cette semaine. Dans le sens inverse, 27 nouveaux députés d'autres nationalités, élus lors des élections européennes de mai dernier, mais qui ne siégeaient pas en attendant le Brexit, feront enfin leur entrée au Parlement. Un mercato qui va bénéficier en premier lieu à la France et à l'Espagne, qui vont chacune récupérer 5 élus. Mais l'action ne se passera pas qu'au Parlement européen cette semaine. Au Royaume-Uni aussi, les événements vont se succéder. Dès lundi sera lancée une campagne de communication dont le message sera « Ce vendredi, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne » afin d'inciter les entreprises et les citoyens à prendre leurs dispositions d'ici à janvier 2021, lorsque la période de transition post-Brexit prendra fin.
Puis ce mercredi, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo sera en visite à Londres, où il rencontrera le Premier ministre Boris Johnson. Objectif pour les États-Unis, réaffirmer la relation spéciale américano-britannique et discuter de la manière d'élargir et approfondir les liens commerciaux avec le Brexit, alors que Donald Trump a promis aux dirigeants britanniques un accord commercial bilatéral énorme et magnifique une fois le Royaume-Uni sorti de l'UE. Vendredi, jour du grand départ, Boris Johnson présidera une réunion de son gouvernement dans le nord de l'Angleterre et une pièce commémorative de 50 pence, 60 centimes d'euros, célébrant le Brexit sera mise en circulation avant l'instant historique à 23h heure locale, minuit en France. Vendredi, le Royaume-Uni deviendra alors officiellement le premier pays à quitter l'Union européenne, 3 ans et demi après le référendum qui a vu la victoire du Leave et 47 ans après son entrée dans l'Union. Aux grandes dames des eurosceptiques, les plus fervents, la cloche de Big Ben en travaux ne retentira pas pour célébrer cet événement. En revanche, une horloge lumineuse projetée sur Downing Street marquera le compte à rebours avant le grand saut et les drapeaux britanniques flotteront sur les bâtiments près du Parlement. Et dans le reste de l'actualité, des chrétiens d'Orient enlevés en Irak, un violent séisme qui a frappé la Turquie, près de 2000 habitants évacués après le passage de la tempête Gloria dans le sud de la France, ou encore l'ex-djihadiste Mourad Fares, condamné à 22 ans de réclusion criminelle. 3 Français et un Irakien travaillant pour l'ONG SOS Chrétiens d'Orient ont disparu en Irak depuis le 20 janvier. Ils ont été aperçus pour la dernière fois à Bagdad, près de l'ambassade de France. Ils étaient là pour renouveler leur visa et enregistrer l'association auprès des autorités irakiennes. À ce jour, aucune demande de rançon ni information sur le sort des otages n'a été reçue. L'ONG SOS Chrétiens d'Orient a été créée en 2013 suite à la prise du village chrétien de Maaloula en Syrie par des djihadistes. Elle a pour objectif d'apporter une aide matérielle et un soutien moral à la population chrétienne du Moyen-Orient. Elle est présente notamment en Irak, en Syrie, en Jordanie, en Égypte et au Liban. Les chrétiens d'Orient sont, rappelons-le par définition, les chrétiens qui vivent dans cette région du Proche et du Moyen-Orient. Ils représentent des minorités plus ou moins importantes en Irak, en Syrie, en Israël et au Liban, dont la communauté maronite, en Égypte, dont les communautés coptes, en Iran ou en Turquie, mais aussi en Inde et au Pakistan. Ils sont environ 11 millions à travers le monde. Les chrétiens d'Orient ne forment pas un groupe homogène, ils appartiennent à différentes confessions chrétiennes. Présents depuis les origines du christianisme, ces chrétiens d'Orient ont été discriminés sous plusieurs régimes, parfois exterminés. À l'époque contemporaine, ils sont persécutés, même dans certains pays. Au début du XXe siècle, au Proche et au Moyen-Orient, 1 habitant sur 4 était chrétien. Ils sont aujourd'hui 11 millions parmi 320 millions de musulmans, soit 1 sur 30. Partout minoritaires et contraints de chercher la protection des pouvoirs en place. Souvent forcés de s'exiler hors de leur pays d'origine, ils risquent, selon les démographes, de n'être plus que 4 ou 6 millions vers 2025. Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'1 millier blessés par un puissant séisme qui a frappé l'est de la Turquie, où les secours ont extrait ce samedi de premiers survivants de bâtiments effondrés. Au moins 30 personnes étaient signalées bloquées dans les décombres depuis la violente secousse de magnitude 6,8 survenue vendredi soir dans le district de Sivris, dans la province d'Elazig. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour venir en aide aux zones frappées par la secousse. Des salles de sport, des écoles et des bibliothèques ont ouvert leurs portes pour accueillir les personnes ayant fui leur maison après le séisme. Aucune estimation du nombre total d'habitants qui se trouvaient à l'intérieur des bâtiments effondrés n'était disponible. Dans l'immédiat, les principales compagnies turques de télécommunications ont annoncé qu'elles allaient fournir aux habitants des zones touchées des services de téléphonie et de connexion Internet gratuits. Située dans une des zones sismiques les plus actives au monde, la Turquie est fréquemment touchée par des tremblements de terre. En 1999 déjà, un séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-ouest du pays, faisant plus de 17 000 morts, dont 1 millier à Istanbul. Le dernier puissant séisme a frappé la Turquie, de 7,1 sur l'échelle de Richter. S'était produit en 2011 dans la province de Van, l'Est, faisant plus de 600 morts. En septembre, un séisme de magnitude 5,7 avait encore touché Istanbul, la capitale économique du pays. Les experts estiment qu'un tremblement de terre majeur peut à tout moment toucher cette ville de plus de 15 millions d'habitants, où l'habitat, souvent anarchique, n'est que rarement aux normes antisismiques.
La tempête Gloria, qui a fait au moins 11 morts et plus d'une soixantaine de blessés en Espagne, frappe désormais le sud de la France. Quelques 1500 habitants ont été évacués ce mercredi dans les Pyrénées-Orientales et plus de 250 dans l'Aude, face au débordement de deux fleuves, l'Agly et l'Aude. Aucun blessé ni mort n'est à déplorer à ce stade. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Météo France a confirmé la vigilance rouge crue pour les deux départements. Des pluies qui ont perduré jusqu'à jeudi, affectant principalement une grande moitié est des deux départements littoral compris. Une situation aggravée par la fonte de la neige récemment tombée qui augmente le débit des cours d'eau, tandis que sur le littoral, la houle et les fortes vagues d'est à nord-est gênent l'écoulement des rivières. Plus de 1000 foyers étaient encore privés d'électricité dans plusieurs communes du département des Pyrénées-Orientales, un bilan en nette amélioration, puisque la veille, cette coupure concernait 23 000 foyers. Les transports scolaires ont été suspendus pour jeudi dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Les services de l'État demandent également aux parents de ne pas amener leurs enfants à l'école, au collège et au lycée. Il avait été arrêté en Turquie en 2014. L'ex-recruteur djihadiste Mourad Fares, 35 ans, a été condamné ce vendredi à Paris à 22 ans de réclusion criminelle pour avoir incité des dizaines de jeunes à partir faire le djihad en Syrie et pour y avoir dirigé un groupe de combattants francophones. Mourad Fares, qui avait fui la Syrie à l'été 2014, un an après son arrivée, est resté impassible dans le box à l'énoncé du verdict. La représentante de l'accusation avait appelé à sanctionner son rôle déterminant dans l'embrigadement de nombreux jeunes, voire très jeunes, et fustigé chez l'accusé l'absence d'un réel repentir. Vendredi, pour la première fois depuis son incarcération en France en septembre 2014, Mourad Fares avait exprimé ses regrets, mais il a une responsabilité plus importante que celle qu'il a accepté d'endosser. S'il a admis avoir fourni le contact d'un passeur à un groupe de 10 Strasbourgeois entrés en Syrie mi-décembre 2013, dont faisait partie Foued Mohamed Agad, l'un des futurs kamikazes du Bataclan, il a nié avoir eu une quelconque influence sur leur départ, ce qu'ont aussi assuré des ex-membres du groupe entendus comme témoins après avoir pourtant accablé Mourad Fares à leur retour en France. Dans les ports français, la CGT ne relâche pas la pression. Après les précédents arrêts de travail des 22, 23 et 24 janvier, la Fédération nationale des ports et docks a lancé un appel à une nouvelle opération port mort sur l'ensemble des terminaux portuaires nationaux pour le mercredi 29 janvier. Le mot d'ordre est toujours le même, le refus de la réforme des retraites. De précédentes perturbations sociales avaient affecté les ports, notamment en décembre. Des mouvements avec très peu de préavis qui perturbent grandement les chaînes logistiques des clients des ports, exportateurs comme importateurs. Les files de camions s'allongent, notamment au Havre ou à Marseille. Les retards de manutention s'accumulent et de nombreux opérateurs choisissent de charger ailleurs leurs containers. L'ensemble des acteurs touchés a dressé un bilan économique catastrophique à court terme, cela se chiffre en dizaines de millions d'euros de pertes sèches par port depuis le 5 décembre. Sur le moyen et court terme, c'est l'attractivité et la compétitivité de la filière qui sont remises en cause, les chargeurs ayant déjà modifié leur itinéraire en passant par les ports étrangers comme Anvers, Gênes ou Rotterdam. Un peu d'histoire à présent avec le Grand Prix d'Amérique. Course hippique mythique qui a 100 ans ce dimanche 26 janvier. C'est la plus grande course de trot au monde, créée en 1920 en hommage à l'aide américaine durant la Première Guerre mondiale. C'était le 1er février très précisément, le 1er février 1920. Et d'ailleurs, pourquoi le Grand Prix d'Amérique se nomme-t-il le Grand Prix d'Amérique ? Il s'agit d'un hommage à l'aide américaine accordée à la France pendant la guerre de 1914-1918. Lors de la première édition de la course de trot, 14 partants sont au départ de la course, dotés de 20 000 francs et disputés à Vincennes sur 2500 mètres. Ce dimanche, Feinstein-Bourbon a remporté la course devant 40 000 personnes venues du monde entier. Le jeune cheval vient de décrocher le Grand Prix d'Amérique à l'hippodrome de Vincennes. Son driver suédois savoure le moment, d'autant plus que la course mythique célèbre son centenaire. Dès les années 1920, la jument Uranie devient l'idole du public, mais la star incontestée de la compétition reste Ourasi. Le cheval devient quadruple vainqueur de l'épreuve en 1990. Dimanche, à Vincennes, le public vivait donc un moment historique dans ce temple du cheval où les vainqueurs ont leur statue. L'histoire retiendra que la deuxième place est revenue à Davidson Dupont. Le Bodygold, la légende, s'est contenté de la deuxième place. L'engouement pour cet événement se traduit aussi dans le montant des enjeux. Le Grand Prix d'Amérique attire en moyenne de 15 à 20% de clients supplémentaires dans le réseau de points de vente ou PMU.
L'an dernier, la réunion de Vincennes, soit la journée de course avec son épreuve phare, a donné lieu à plus de 6 millions de paris, soit un total d'enjeux proche de 30 millions d'euros. Seul le prix de l'Arc de Triomphe a fait légèrement mieux. Afin de donner un peu plus de piment à l'épreuve, le PMU, qui a lancé en 2019 un plan de relance de son activité hippique en France, associe cette année à son quintet plus du jour une super tirelire de 3 millions d'euros, un montant exceptionnel. Et pour notre photo de la semaine, direction le théâtre du Châtelet à Paris, où avait lieu mercredi soir le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier. Après 50 ans de carrière, le styliste a tiré sa révérence devant tout un panel d'invités. Corsets, marinières détournées, jeans découpés et reconstitués ou des robes faites à partir de vieilles ceintures. Pendant plus d'une heure, mercredi soir, Jean-Paul Gaultier a présenté sa collection haute couture recyclée au Théâtre du Châtelet à Paris. Sa dernière, après 50 ans de carrière, 200 mannequins dont les sœurs Hadid, la russe Irina Shayk, la française Cindy Bruna, la canadienne Winnie Harlow, ont porté les créations du couturier français de 67 ans. Plusieurs des muses de l'enfant terrible de la mode, comme Amanda Lear, la pin-up américaine Dita Von Teese, l'actrice espagnole Rosy de Palma ou encore l'ex-mannequin et comédienne Farida Khelfa ont répondu présentes. Les guest stars Djibril Cissé, Estelle Lefébure, Coco Rocha, Antoine Decaune, Kiddy Smile, Christina Cordula, l'ex-Miss Univers Iris Mittenard ou encore Béatrice Dalle ont défilé sur le podium durant un show entrecoupé par la musique du chanteur anglais Boy George, Catherine Ringer ou Mylène Farmer. Le meilleur est devant, a assuré le plus mal des stylistes dans la note d'intention du défilé, sans pour autant dévoiler son projet à venir, une véritable standing ovation. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, vous pouvez le revoir et n'hésitez à liker et à partager cette vidéo le plus possible. Je vous retrouve demain, lundi 27 janvier, à l'occasion d'un grand angle qui sera consacré au camp d'Auschwitz. Le 27 janvier 1945, il y a 75 ans, était libéré le plus grand camp nazi de la Seconde Guerre mondiale. Je vous donnerai également rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles informations. Merci de votre fidélité, très bonne soirée. À demain.